Je vais donc lui passer la parole à la fin de notre échange, puisque après on aura un temps pour l'échange. J'ai réussi à obtenir quelques livres d'Anicet Le Pors, et donc si certains d'entre vous souhaitent une petite dédicace, je pense que Anicet Le Pors se fera un plaisir de vous le faire. Et je lui cède la parole. Merci Gérard, merci à vous tous de m'accueillir. Une de mes filles est revenue de Bretagne ce matin, m'a demandé ce que je faisais ce soir. Alors je lui ai montré ce tract. Elle m'a dit: un vendredi soir, parler de la souveraineté, vous avez vraiment du courage. Alors nous avons ensemble du courage, quoi, et on peut espérer que quand on se quittera après avoir un échange, bien on repartira avec un plus dans notre réflexion. Je suis content d'être là, dans le souvenir de Léo Figuère, car je le connaissais assez bien. Lier Léo Figuère à la souveraineté, ça n'est pas artificiel, c'est quelqu'un qui est inspiré, ne serait-ce que la souveraineté sur lui-même, sa maîtrise. Et puis nous avons été ensemble au Conseil général des Hauts-de-Seine, alors sans doute parce qu'on ne nous considérait pas comme les meilleurs élèves, on nous avait mis sur la travée du haut, là vous voyez, pour qu'on ne dérange pas sans doute. Alors on se parlait souvent, et quand Léo parlait, ça s'entendait, même quand il parlait à voix basse. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a impressionné car il existait par lui-même. Je veux dire par là, c'est que il combinait de manière réussie, je trouve, à la fois une liberté de penser, un engagement militant et la légitimité de l'élu. Et quand ce mélange est réussi, à mon avis, ça donne des personnalités très fortes, ce qui était son cas. Pour préparer cette réunion, j'avais demandé à Gérard de me donner quelques documents qui tournaient autour de cette question. Il m'a donné l'appel que Léo Figuère avait lancé à la population au moment du traité de Maastricht, et où il appelait l'attention sur le risque de soumission de la France à des instances supranationales. Et beaucoup de son développement sonne juste aujourd'hui. Et c'est la marque d'une pensée lucide. Alors on va parler de la souveraineté, bien qu'il y ait peu d'érotisme, comme je le disais tout à l'heure, dans une question comme ça. Néanmoins, c'est une question intéressante, elle est difficile, hein, mais comme toutes les questions difficiles, si on fait l'effort de l'approfondir, eh bien, on en retire une certaine satisfaction. Je voudrais, dans un premier temps, je le fais toujours en ce moment, car je crois que c'est particulièrement nécessaire, resituer cette idée dans l'histoire. Un moment où tout est guidé par le ici et maintenant, je crois qu'il est bon de savoir d'où on vient, et surtout sur une question comme la souveraineté. La situer dans l'histoire pour expliquer aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je me situerai aujourd'hui pour analyser ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de souveraineté nationale ou populaire. Et ça n'est pas si simple. Et puis pour terminer, je m'efforcerai de voir dans quelle mesure, sur la base de cette vision historique rétrospective et puis de l'analyse qu'on peut en faire aujourd'hui, comment on peut situer dans l'avenir l'idée de souveraineté. Alors donc, d'abord, l'histoire de la souveraineté et la nôtre par là même. Je crois qu'on peut expliquer l'évolution de l'idée de la souveraineté comme partie prenante de la sortie du politique de la religion, c'est-à-dire vers une souveraineté de plus en plus assumée par les hommes, et ceci à travers un certain nombre de mutations qui me semblent significatives. La première se situe aux environs du XIIe siècle, XIIIe siècle, et elle est marquée par l'action de grands rois de l'histoire de France. Louis IX, que l'on connaît mieux sous le nom de Saint-Louis, qui a commencé à séculariser la justice qui jusque-là était dans les mains de l'Église.
Puis il y a eu Philippe le Bel. Philippe le Bel, à mes yeux, un grand roi, qui a fait venir pour montrer qui dirigeait le pape Clément V de Rome à Avignon. En même temps, il a créé le Conseil d'État du roi parce qu'il pensait que les affaires du royaume ne pouvaient pas être traitées par les tribunaux ordinaires et qu'il fallait une instance spéciale qui a été le Conseil d'État du roi. Et on tient de Philippe le Bel cette distinction forte en France, plus forte en France que n'importe où ailleurs, entre le public et le privé. Ensuite, on peut évoquer François Ier. François Ier a décidé, par l'édit de Villers-Cotterêts de 1539, d'imposer le français comme langue administrative officielle. Jusque-là, c'était le latin. Or, le latin, c'est la langue du sacré. Là aussi, une sécularisation. Donc, en même temps, il a récupéré certaines attributions de l'Église, par exemple le droit d'asile. Il l'a récupéré au profit de la royauté. Et au bout de cette séquence, Louis XIV, au début de son règne, affirme, tout le monde l'a appris à l'école, l'État, c'est moi. Donc, cette première mutation, elle est caractérisée par le fait qu'on passe du Dieu souverain, dont tout procède, les rois sont rois par la grâce de Dieu, au pouvoir autonome du souverain qui, de par sa propre autorité, devient effectivement le souverain. Une deuxième mutation se produira ensuite du début du XVIIIe siècle jusqu'à la Révolution française. Elle consiste dans cette évolution suivante. Les rois, plus ils veulent affirmer leur autorité, plus ils veulent apparaître comme les souverains, s'appuient sur un appareil d'État qu'ils ne cessent d'élargir, de renforcer. Le mouvement avait été amorcé avant avec les grandes figures de notre histoire, Richelieu, Mazarin, Colbert, donc, par exemple, sous Louis XIV également. Et donc, on va vers une sorte d'autonomisation de l'État, qui a une conséquence fâcheuse pour le roi en monarchie absolue, c'est qu'il sert de moins en moins, qu'il est de moins en moins utile, et que le pouvoir se trouve de plus en plus dans l'État. À ceci près qu'il n'y a pas de personnalité physique ou morale dans l'État, puisque c'est le roi qui jusque-là est souverain. Alors agissent les philosophes des Lumières. Montesquieu publie l'Esprit des lois, prenant la séparation des pouvoirs. Diderot également ajoute sa contribution, mais c'est Jean-Jacques Rousseau qui apportera la solution, une solution théorique. Il dit, bien, le souverain, c'est le peuple. Et c'est le peuple qu'il faut mettre au centre de l'appareil d'État. Et il l'expliquera dans le Contrat social, son livre majeur en 1762. Deuxième mutation, donc, le souverain passe de la personne du roi à l'État-nation, en quelque sorte. Une troisième mutation va se produire à la Révolution française et ensuite jusqu'à pratiquement nos jours. Et ceci peut s'apprécier à travers les textes qui ont fleuri à ce moment-là. Par exemple, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « La souveraineté réside essentiellement dans la nation ». Je parlais d'État-nation, voilà la version de la Déclaration des droits de l'homme. Mais la Constitution du 24 juin 1793 dit les choses un peu autrement. Elle dit « Le peuple souverain est l'universalité des citoyens ». Autrement dit, dès les premières années qui suivent la Révolution française, on a deux nations qui se ressemblent mais qui ne se confondent pas. D'une part, l'État-nation, d'autre part, le peuple souverain. Et donc, on va avoir cette période de près de 2 siècles qui va être marquée par cette mutation de l'État-nation à l'intervention du peuple souverain. C'est donc la troisième mutation qui va alimenter tout le XIXe siècle, car le peuple souverain va vouloir conquérir ce pourquoi il s'était battu sous la Révolution, mais qui avait été en quelque sorte confisqué par l'appareil d'État. Il va s'organiser et entre
soutenir des luttes différentes, mais qui vont converger pour l'affirmation de sa souveraineté propre contre, en quelque sorte, l'appareil d'État. Lutte pour la République, qui sera consacrée dans un premier temps en 1848, mais de façon essentielle en 1875, en passant par cette petite République, mais haute d'influence qu'a été la Commune de Paris. Lutte pour le progrès social, qui débouchera sur les grandes lois de la fin du XIXe siècle, le droit de grève en 1864, le droit syndical en 1884, l'interdiction du travail des enfants, le repos hebdomadaire, etc., etc. Lutte pour le socialisme également. Les idées socialistes vont commencer à fleurir, à se développer, à se rationaliser et à s'internationaliser, avec la première internationale en 1865, la deuxième en 1889, la troisième en 1919. Et puis un mouvement aussi de désimprégnation de la société de la religion, qui va aboutir sur les lois de Jules Ferry dans les années 80, le monopole de la collation des grades par l'État, 81, l'école gratuite, 82, l'école obligatoire, 84, la fameuse lettre de... 83, la fameuse lettre de Jules Ferry aux instituteurs, où pour la première fois il parle de la cause de l'école laïque. Puis il y aura bien entendu la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc on voit que toutes ces luttes qui s'entremêlent très souvent représentent l'effort du peuple à travers des mouvements, à travers des partis, pour occuper l'État, largement confisqué par soit des élites, soit des aristocraties. On arrive ainsi au XXe siècle. Au XXe siècle que René Raymond a appelé le siècle prométhéen. René Raymond est un intellectuel catholique qui est mort il y a quelques années. Pourquoi l'a-t-il appelé comme cela? Parce qu'il pensait que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'homme pensait qu'il pouvait échapper aux transcendances divines ou autres, et à l'image de ce personnage antique qui avait volé la lumière du soleil pour la donner aux hommes, la lumière représentant la connaissance, et puis qui avait terminé fâcheusement cloué sur un rocher avec un aigle qui lui mangeait le foie. Eh bien, René Raymond comparait le XXe siècle à cet acte prométhéen, c'est-à-dire un acte de courage du peuple pour la connaissance et pour son administration personnelle. Mais on s'est aperçu au cours de ce XXe siècle que l'on ne s'était pas débarrassé de la transcendance, et on a parlé à ce moment-là des religions séculières, c'est-à-dire que même dans les mouvements séculiers, l'esprit de religion n'avait pas quitté, et nous qui avons appartenu à un certain nombre d'organisations, on peut témoigner, je crois, que les dogmes, même s'ils ne se qualifiaient pas de religieux, existaient néanmoins et s'imposaient à la libre volonté des hommes. Tout cela s'est traduit à travers des affirmations de pouvoir, à travers des partis différents, et a débouché sur la constitution d'États totalitaires au XXe siècle. Et tout cela s'est effondré au tournant des années 1990. En raison des religions séculières, en raison des totalitarismes qui ne pouvaient plus vivre. Voilà l'histoire de la troisième mutation, qui débouche sur une période très incertaine, la nôtre. Et c'est pour cela qu'il y a ce sentiment de désarroi aujourd'hui. C'est parce qu'on a quitté une longue période de certitude et qu'on n'est pas en état de reconstruire ni une utopie, ni une théorie, ni une perspective qui soit pleinement convaincante. Ce qu'on observe aujourd'hui, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est d'une part une perte de repère de l'ensemble des citoyens qui chacun se trouve renvoyé vers leurs responsabilités propres, avec une perte de repère néanmoins qui nourrit une angoisse que nous connaissons sous des formes diverses aujourd'hui. Et puis à l'autre pôle, il y a
la mondialisation, certes, qui a le sens d'une mondialisation du capital, mais qui n'est pas seulement cela, qui est la prise de conscience du genre humain, de son existence, prise de conscience de la finitude de la planète, prise de conscience de l'unité de destin du genre humain, cette planète ayant été couverte et connue complètement. Et donc, je crois qu'on peut avoir en perspective une nouvelle mutation, ce qui serait la quatrième, sans savoir très bien en quoi elle consistera, mais qui semble devoir être alimentée par ce double mouvement vers la personne, avec l'appel à sa pleine prise de responsabilité, et vers une réflexion sur le genre humain qui, aujourd'hui, voudrait réussir ce qui n'a pas réussi au XXe siècle. Voilà, je crois, comment on peut situer la question de la souveraineté au travers l'histoire. On est passé donc du Dieu souverain au roi souverain, à l'État-nation souverain, à l'université des citoyens souverains, et aujourd'hui peut-être la perspective d'un genre humain qui assurerait sa souveraineté sur l'ensemble de la planète, mais nous en sommes très loin. C'est par rapport à cette épopée, en quelque sorte, de plusieurs siècles, qu'il faut situer, je crois, l'analyse de la souveraineté aujourd'hui. C'est le deuxième volet de mon intervention. La souveraineté aujourd'hui répond à une vocation de la souveraineté, quel qu'en soit le détenteur. C'est ce qui permet à l'appareil d'État de fonctionner. C'est ce qui légitime l'appareil d'État. C'est parce que l'État peut se prévaloir d'une souveraineté qu'il peut battre monnaie, qu'il peut mettre en place un état de droit, qu'il peut établir des relations avec les autres États. Et à ce moment du raisonnement, je crois qu'on est obligé de distinguer ce que l'on utilise l'un pour l'autre très souvent, souveraineté nationale et souveraineté populaire. C'est d'ailleurs dans le titre de la conférence proposée. C'est à la fois très voisin, presque la même chose, mais c'est quand même différent. La souveraineté nationale, lorsqu'on essaye de mesurer ces différences, est basée sur l'idée de nation et considère que nous sommes les héritiers de toute une série de générations qui ont combattu, qui ont accumulé des réflexions et des acquis démocratiques, qu'il faut donc en être les héritiers et en général, ceux qui se prévalent de la souveraineté nationale font confiance essentiellement dans la qualité de la démocratie représentative. La souveraineté populaire est d'un esprit un peu différent. Elle considère le peuple tel qu'il est aujourd'hui et mise sur son comportement, indépendamment de ce qui précède et de ce qui suivra, pour que les revendications dont il est porteur finissent par prévaloir. C'est la démocratie directe qui est le choix d'intervention principal de cette souveraineté populaire. Donc souveraineté nationale, souveraineté populaire, ça n'est pas la même chose. Ces deux notions se sont trouvées presque constamment évoquées dans notre histoire constitutionnelle. La France est un véritable laboratoire de constitution au moment où on parle aujourd'hui, en plus d'une sixième république, en tout cas où certains parlent d'une sixième république. La France a connu 15 constitutions en 2 siècles. C'est pour cela que je dis que c'est un véritable laboratoire. Ça n'est pas une preuve de versatilité, c'est à mon avis au contraire une preuve de fécondité de son histoire qui pose de manière permanente quelle est la bonne organisation des pouvoirs
Et les Français sont très attachés à ce débat, même si certains prétendent qu'aujourd'hui, quand il y a tant de précarité et tant de chômage, on ne devrait pas parler des institutions. Moi, mon expérience me témoigne tout à fait du contraire. Et puis, le fait que vous soyez là ce soir montre que, malgré tout, c'est une question qui continue d'intéresser. Alors, je ne vais pas les passer en revue, bien entendu, les 15. Simplement, je signalerai qu'il y en a deux qui se situent à des extrêmes. La première, c'est la Constitution du 24 juin 1793, qui est une constitution la plus démocratique que la France ait jamais eue, qui a été produite par la Révolution française, sa fraction la plus radicale, merci, et qui a des caractéristiques qui ont un écho encore aujourd'hui. Par exemple, les députés étaient élus pour 1 an, renouvelables tous les ans. Le gouvernement était un secrétariat de l'Assemblée, élu à la proportionnelle, évidemment, etc., etc. Vous voyez quel était l'esprit. Elle n'a qu'un inconvénient, cette Constitution, c'est qu'elle n'a jamais été appliquée. Elle avait été adoptée par la Convention, mise dans un tabernacle à l'Assemblée nationale, et puis il était convenu qu'on la ressortirait lorsque la paix serait revenue. Mais quand la paix est revenue, ce n'était plus les mêmes, et donc on est passé à autre chose. Donc c'est la constitution la plus démocratique, celle qui a eu le plus d'influence dans l'ensemble du monde. Les pays dits du socialisme réel, quand on parlait de ces questions, se réclamaient de la constitution, jamais appliquée, même en France, de 1793. La constitution qui lui est opposée, c'est la constitution du 14 janvier 1852 de Louis-Napoléon Bonaparte, après son coup d'État du 2 décembre 1951. Une constitution césarienne, faite pour un président élu pour 10 ans, ayant tous les pouvoirs. Et les autres constitutions, y compris la nôtre aujourd'hui, elles se promènent entre ces deux extrêmes. Mais enfin, il fallait aboutir à une conclusion, et le Conseil national de la résistance a évoqué ces deux formes de souveraineté nationale et populaire. Mais il n'a pas tranché, il a considéré que les deux étaient acceptables. Et la Constitution de la 4e République en 1946 et celle de la 5e République ont la même phrase pour dire ce qu'il faut en penser. C'est la suivante: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et la voie du référendum. Moi, je retiens pour mon propre compte cette définition, avec néanmoins un bémol sur le référendum, qui pourtant est à la mode, semble-t-il, puisque tous les partis ont sous le coup d'un référendum tout prêt. Je suis, moi, très réservé vis-à-vis du référendum. Voilà donc qu'est en gros à la fois la conception de la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, et de leur mélange qu'il faut bien faire. Se pose aussitôt la question de savoir si nous aspirons à la souveraineté, qu'elle soit nationale ou populaire. Les autres peuples également, les autres États-nations ont le droit de se prévaloir de leur propre souveraineté. Et donc il faut établir la relation des souverainetés, qui, parce que les histoires sont différentes, peuvent être elles-mêmes très différentes. Qu'est-ce qu'on accepte des autres, ou bien de ce qui se passe au niveau international, des accords et des traités qui sont passés? Il y a dans la Constitution actuelle, mais c'était vrai dans la Constitution de 1946 également, un article 55 qui dit « Les traités, les accords dûment, c'est pas le mot, le verbe, mais enfin, normalement approuvés ou ratifiés ont, dès leur application, une force supérieure à la loi. » Alors on se croit entendre aujourd'hui les gens qui nous disent qu'il faut appliquer tout ce qui vient de Bruxelles quand on entend cela. Mais ça n'a pas toujours été la manière de comprendre cette phrase. Il n'est pas anormal que s'il y a des accords concernant la Cour pénale internationale, par exemple, eh bien, les dispositions de cet accord s'appliquent en France tels qu'ils sont si on adhère à cette convention. Il y a des dizaines et des dizaines de conventions. Hier, on célébrait celle des droits de l'enfant, qu'on a ratifiées, qui sont de bonnes conventions. Donc on trouve normal qu'elles s'appliquent en France. Moi, j'ai eu un ami qui était un grand juriste,
qui était également communiste, mais ça fait longtemps que je parle d'un temps très ancien, qui disait, mais cet article 55, c'est l'instrument de l'internationalisme prolétarien. Et rien que ça. Aujourd'hui, évidemment, on ne voit pas du tout les choses de cette manière. Aujourd'hui, ça sert surtout à soumettre la France, comme le disait Léo Figuère dans l'appel auquel je me suis référé tout à l'heure, à des diktats venus d'ailleurs. Et donc, nous avons une vision très critique vis-à-vis de cet article 55, mais qui nous pose des problèmes encore aujourd'hui. Car, comme on a le souci, malgré tout, des relations internationales, on n'exclut pas qu'il y ait des transferts de compétences. On fait peut-être mieux à des échelons infranationaux ou supranationaux qu'au niveau supranational, au niveau proprement national. Donc ça peut se discuter. Il y a un concept qui a été introduit par le traité de Maastricht qui s'appelle le concept de subsidiarité. Alors, parce que ça venait de Maastricht, on a dit que c'était mauvais. Et on n'a pas eu tort de dire que c'était mauvais, parce que ça n'était pas les États qui appréciaient ce qu'il fallait mettre au niveau national et au niveau international, mais c'était la Cour de justice des communautés européennes à l'époque, de l'Union européenne aujourd'hui. Donc on pouvait avoir un doute sur la manière dont elle voyait les choses. Mais moi, je n'ai pas critiqué en soi le principe de subsidiarité au moment où on en a parlé. Pourquoi ? Parce que, et c'est là que l'histoire vient à notre secours, le concept de subsidiarité tel que Bruxelles nous l'envoie, c'est à son inspiration dans Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin disait « toute puissance vient de Dieu ». Et puis, elle se répartit par délégation de Dieu aux niveaux inférieurs. On n'est pas sûr qu'il en reste beaucoup quand on arrive en bas, mais enfin, le processus, c'est celui-là. Mais il y a d'autres déclarations qui ne sont pas celles de saint Thomas d'Aquin, mais qui sont celles de gens tout à fait estimables, qui disent l'inverse, qui disent qu'il peut y avoir une subsidiarité qui remonte. Lorsque, par exemple, Robespierre dit « là où est le représenté, il n'y a pas de représentant », il veut dire par là que lorsque le citoyen est là et agissant, il n'a pas à être représenté. Autrement dit, c'est lui qui a tout le pouvoir au départ. Lorsque Hérault de Séchelles dit « le gouvernement ne doit faire que ce que les citoyens ne peuvent pas faire eux-mêmes », c'est toujours le même esprit, c'est-à-dire un pouvoir qui part du peuple ou de la nation et qui monte vers des délégués, mais les délégués sont en haut au lieu d'être en bas. Et donc, à mon avis, il faut réfléchir à cela. Je donne un exemple personnel, si on veut. Quand est venu en débat au Conseil d'État la loi constitutionnelle qui autorisait la France à ratifier le traité de Maastricht, il y avait dans cette loi constitutionnelle l'indication d'un transfert de souveraineté. Avec quelques-uns, on s'est dit, c'est pas possible. Et on a argumenté, comme je viens de le faire, en disant oui au transfert de compétences, évidemment, mais pas de souveraineté. Alors on nous a rétorqué, ce qui était assez gênant, effectivement, c'est que dans le préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire celui qui était issu de la Libération, il y a une disposition disant que la France consent au transfert de souveraineté, mais dans la poursuite de la paix. Alors, bon... On a dit, oui, on peut faire une exception pour la paix, mais pas d'une manière générale. Et finalement, c'est un des rares cas où j'ai réussi à faire prévaloir mon point de vue au Conseil d'État, mais ça reste un bon souvenir, quoi. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même une question au niveau international et qui est intéressante et qu'il faut traiter. De l'internationalisme prolétarien à la délégation de pouvoir au niveau de l'Union européenne, il y a effectivement un espace important dans lequel doit prendre place un débat. Mais jusque-là, on n'a fait que du droit. Or, le droit, je le connais quand même un peu, mais il ne faut lui faire qu'une confiance limitée, hein, car une loi peut abroger une autre, et puis une loi peut être contournée ou méconnue. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, l'article 20 de la Constitution dit « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation », ben, c'est pas vrai. C'est le président de la République qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc la Constitution est ouvertement bafouée. Bon. Donc, et puis,
qu'on se souvienne du traité constitutionnel de 2005, où les Français s'étaient prononcés par référendum. Un bon référendum, celui-là. Il y a le bon et le mauvais, c'est comme le cholestérol, si on veut. Hein. Mais ce référendum avait rejeté le traité constitutionnel. 3 ans après, par le traité de Lisbonne, on l'a réintroduit en faisant voter le Congrès, c'est-à-dire la représentation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ceci veut dire que au-delà du droit, il y a la réalité matérielle de la nation du pays. On n'est pas souverain si on n'a pas la maîtrise des forces productives, si on n'a pas une politique industrielle maîtrisée, une politique monétaire, une politique budgétaire. Or, aujourd'hui, la politique monétaire, elle est dans la main de la Banque centrale européenne. La politique budgétaire, vous l'avez entendu à la radio ces derniers jours, on dit est-ce que Bruxelles acceptera les concessions faites en matière budgétaire par la France? Et la France est revenue 3 fois, 4 fois pour faire valider son propre budget avant même que le Parlement le vote en France. Et donc ce sont des questions extrêmement actuelles. Et bon, la dette aussi, c'est quelque chose qui, par son montant et sa structure, s'inscrit contre la souveraineté. Et donc des questions peuvent se poser de savoir comment on règle la question de la dette. Il y a ici plein d'économistes de talent qui répondront à ma place. Je leur passerai la parole si je suis interrogé sur le sujet. Ça n'est pas simple. Par exemple, je donne comme sujet de discussion, de réflexion, en France, l'épargne des Français est du même niveau à peu près que celui de la dette. Donc l'idée pourrait être que si l'épargne voulait couvrir la dette, on ne serait plus endetté véritablement. Sinon, vis-à-vis des Français. C'est ce qu'ont fait les Japonais. Les Japonais sont 2 fois plus endettés que la France. Pour autant, le problème de l'endettement n'a pas la même acuité. Bon, alors il y a d'autres problèmes économiques au Japon dans lesquels je n'entrerai pas. Donc nécessité pour la souveraineté d'assurer des bases matérielles solides. Alors comment se sont comportés nos gouvernants vis-à-vis de cette idée de souveraineté? Si on prend Nicolas Sarkozy n'avait aucune culture historique, ne connaissait pas l'histoire de France. Il n'avait aucun souci de rationalité, de démarche scientifique. Les exemples récents abondent à l'appui de cette affirmation. Puis j'ajouterai, il n'avait pas de modèle de morale républicaine. Il n'en a d'ailleurs, je crois, toujours pas. C'est donc dans ces conditions qu'il a vu la souveraineté française. Et pour lui, ça se résumait à quelque chose de simple. Il fallait normaliser la France qui est pleine d'exceptions, d'exceptionnalités. La France est le seul pays qui a mis la laïcité dans sa constitution. Et il fait la déclaration de Latran, disant que le pasteur et le curé ont une vocation supérieure à celle de l'instituteur. Bon, il trouve qu'il y a 36 000 communes en France, c'est trop, alors que ce sont autant de foyers de démocratie. Et il fait un discours à Saint-Dizier le 20 octobre 2009 où il dit « Je préfère les pôles et les réseaux aux circonscriptions et aux frontières ». L'une des conséquences, c'est la création des métropoles qui bouleverse effectivement le paysage. Et l'acte 3 prolongé par le pouvoir actuel. Le droit d'asile, il n'a pas cessé de produire des lois pour essayer de se rapprocher de la pratique en Allemagne et en Grande-Bretagne. Alors que la France, y compris sous la monarchie, a une histoire, une tradition très forte sur le droit du sol. Elle est beaucoup plus mélangée avec le droit du sang dans les autres pays. Autrement dit, il répond parfaitement à la remarque qu'a fait un philosophe qui s'appelle Marcel Gauchet et qui a dit la perspective finale du sarkozysme, c'est la banalisation de la France. Alors, la banalisation de la France, c'est le contraire de la souveraineté, bien entendu, et de l'affirmation de la France avec son histoire, avec sa contribution dans le concert des nations.
Alors François Hollande, je ne vais pas passer mon temps sur François Hollande, pas plus que sur Sarkozy. Hein. Bon, je crois que pour être juste, il faut dire qu'il y a une différence de tonalité. Il a, par exemple, dit qu'il mettait fin à la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qu'il remplacerait par une modernisation de l'action publique. Cela dit, ça n'a donné pour le moment pratiquement aucun résultat, sinon quelques études dont il n'est pas tenu compte. Il a créé le commissariat général à la stratégie et à la prospective. Alors quand on entend commissariat général, on se dit, tiens, c'est le plan qui revient. Commissariat général du plan, avant. Quoi. Mais aujourd'hui, il ne s'appelle plus comme ça, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, France Stratégie, je crois, ou quelque chose dans le genre-là. Mais aussi qui n'a aucune portée dans les décisions qui sont prises, qui n'est jamais consulté. Néanmoins, on voit que le vocabulaire essaye, malgré tout, d'apparaître comme plus avenant. Sur le sujet qui m'a pris beaucoup de temps dans ma vie, le statut général des fonctionnaires, on doit dire que c'est un discours différent de celui de Sarkozy. Le service public et la fonction publique ne sont pas attaqués de front. Mais on ne remet pas en cause ce que la droite a fait avant. On n'a touché à rien. Et on poursuit la politique de gel du point d'indice, de limitation des effectifs, à part les mesures qui ont été prises concernant l'enseignement au début. Donc, quant à l'acte 3, on n'a même pas changé le nom. Là, c'est la même appellation que sous Sarkozy. Et moi, j'ai tendance, mais il y a ici des grands connaisseurs de l'acte 3, j'ai tendance à considérer que c'est pire que ce qui avait été envisagé jusqu'au changement de majorité. Bon. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce deuxième volet, c'est-à-dire sur les éléments qu'on peut mettre en avant pour essayer de concevoir ce qu'on entend aujourd'hui par souveraineté nationale et souveraineté populaire dans les conditions de notre temps. Alors, troisième volet, la souveraineté dans l'avenir. Je rappelle tout à l'heure que je disais qu'on était peut-être dans la perspective d'une quatrième mutation qui mettrait en bipolarisation, d'une part, le renforcement de la responsabilité individuelle comme réponse à la perte de repères du citoyen, et d'autre part, ce phénomène de mondialisation qu'on pourrait considérer comme l'avènement du genre humain dans la prise de conscience de sa réalité, de son unité. Ceci nous met dans une période, je l'indiquais, qui est une période ingrate, puisque nous avons le sentiment, à tort ou à raison, que le rêve prométhéen a échoué. Nous avons des instruments, mais qui sont des instruments du passé, pour explorer une situation trouble, complexe, et sans savoir du tout ce qu'il adviendra. C'est effectivement une situation ingrate et frustrante. Et c'est ce qui nourrit, me semble-t-il, ce désarroi et cette difficulté à vivre, à la fois individuelle et sociale, que nous connaissons aujourd'hui. Des auteurs ont connu cette situation et d'autres s'expriment sur ce sujet aujourd'hui. Moi, me revient en mémoire ce que Alfred de Musset écrivait en 1836 dans Confession d'un enfant du siècle. C'était donc 1836, il avait connu la Révolution, enfin, le peuple avait connu la Révolution, le Directoire, le Consulat, l'Empire, 3 restaurations. On était pas loin d'une deuxième République, quoi. Et il écrivait: on ne sait à chaque pas qu'on fait si on marche sur un débris ou sur une semence. Je crois qu'il traduisait bien là un sentiment qui existe aussi aujourd'hui. Ensuite, je ferai référence à un philosophe allemand de l'après-guerre, Ernst Jünger, qui n'était pas que philosophe. Il a défilé sur un cheval l'avenue de Rivoli. On le voit en photo dans cette posture. Mais il a écrit un livre dans lequel il y a la phrase « Pendant la mue, le serpent est aveugle ».
Alors, je me suis servi de cette phrase pour en faire le titre d'un livre que j'ai publié en 1993. Ça fait donc plus de 20 ans. Il voulait dire par là que pour passer d'un état à un autre état, et d'une peau à une autre peau, en quelque sorte, si on veut, on passe par une période de grande fragilité et d'aveuglement, en quelque sorte. Pendant la mue, le serpent est aveugle. C'est-à-dire pour passer d'un état à un autre état qui est réputé plus vaste, plus riche, plus gratifiant. Aujourd'hui, on voit Edgar Morin qui parle de métamorphose. Et je crois que c'est une métaphore juste. Et donc, on est dans cette situation. Je ne suis pas là pour dire ce qui va advenir, je n'en sais rien moi-même, mais je me pose la question de savoir comment, à partir de l'histoire que l'on connaît, comment, à partir d'un diagnostic qu'on ferait sur la situation actuelle, comment travailler utilement, comment donc investir, à défaut de pouvoir complètement prévoir. Eh bien, si l'hypothèse que j'indiquais, c'est-à-dire de bipolarisation, mondialisation et personnalisation poussée, sont justes, eh bien, il faut travailler sur ces deux thèmes. Tout au moins, il faut commencer par cela. Et donc, par la mondialisation. La mondialisation, pour moi, je ne la réduis pas à la mondialisation du capital. Je crois que notre époque est une époque assez extraordinaire de ce point de vue-là. C'est la première dans l'histoire des hommes où on a pris conscience de la finitude de la planète, je disais, et de l'unité de destin du genre humain, et pas seulement à travers la couche d'ozone et la protection de l'écosystème mondial, mais dans à peu près tous les domaines. Donc la plupart des questions se posent aujourd'hui au niveau mondial. Et je me suis efforcé, dans les livres dont on a parlé tout à l'heure, de voir quels seraient les attributs d'une citoyenneté mondiale, qui est un rêve depuis très longtemps. Le Prussien anarchiste Cloutz, qui était député à la Convention française, se proclamait déjà citoyen de l'humanité. Bon, ça n'a pas réussi, il a été guillotiné. Mais donc cette idée était présente, et la Révolution française s'est voulue dès le départ une révolution universelle. Donc je crois qu'il faut réfléchir, à défaut de lui donner un contenu très précis pour le moment, à ce que serait une citoyenneté mondiale. Quelle valeur elle servirait? La paix, sans doute, la protection de l'écosystème, le droit au développement. Il y a des valeurs universelles qui sont toutes prêtes. Il y en a d'autres qui sont sans doute plus difficiles à acquérir. Je pense notamment à l'idée de service public ou de laïcité. Et pourtant, je crois que ces deux valeurs en particulier, il y en a d'autres, ont vocation à devenir des valeurs universelles. Et donc, nous devons y travailler activement. Il y a des moyens de cette citoyenneté mondiale. Internet, par exemple. Le capital lui-même, qui est par la base matérielle qu'il représente, se répartit partout dans le monde. Mais il entraîne avec lui de la technologie, une certaine rationalité. Mais il y a aussi les réseaux d'ONG qui couvrent le monde. Et puis, il y a déjà une sorte d'état de droit mondial qui se met sur pied. Je parle non seulement de la Déclaration des droits de l'homme de 1948 ou de la Charte des Nations Unies, mais il y a des dizaines et des dizaines, sinon des centaines de textes qui unissent les peuples dès maintenant, ou tout au moins la plupart des peuples. Et donc, on a là une représentation de ce que pourrait être dans l'avenir si le cours se poursuivait dans le même sens, la base matérielle et les superstructures de ce qui pourrait s'appeler une citoyenneté mondiale. Et il n'y a pas de doute, notamment dans la jeunesse, qu'il y a une aspiration à ce dépassement et qui couvrirait l'ensemble du monde, déjà amorcé à travers les voyages qu'ils peuvent faire. Alors, on nous dit aujourd'hui, commençons par l'Union européenne. Je crois que c'est une mauvaise et une insuffisante solution. Non pas qu'il n'y ait pas de citoyenneté européenne, elle existe sur le papier. C'est le traité de Maastricht qui a dit
dans une disposition qui se trouve aujourd'hui à l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La phrase est la suivante. « Il existe une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. » Phrase hautement critiquable, d'abord parce qu'une citoyenneté, nous on a mis des siècles pour la forger, elle ne se décrète pas. Sauf si on a une idée derrière la tête, par exemple celle d'une Europe fédérale, où là il faut bien effectivement avoir au niveau élémentaire quelqu'un qui s'appelle citoyen européen. Mais c'est un artifice. Et la phrase se poursuit, toute personne n'est pas un citoyen. Juridiquement, ça n'est pas une formule juste. Ayant la nationalité d'un État membre. Comment peut-on, avec l'ambition proclamée d'aboutir à une citoyenneté qui dépasse le niveau national, passer par le niveau national pour essayer de l'atteindre? Ça n'est pas très rationnel. Et puis quand on voit la liste des droits qui sont associés à cette citoyenneté décrétée, eh bien, on ne peut manquer d'être affligé par la pauvreté de cet ensemble de droits qui sont proposés, bien inférieurs à ceux qui existent dans toutes les nations de notre continent et de bien d'autres endroits. Donc, personnellement, je suis plus à l'aise pour progresser sur les idées de citoyenneté et même de souveraineté au niveau mondial qu'au niveau européen, dans un espace qui est assez arbitraire en définitive, et difficile à identifier, alors que la Terre, c'est une sphère et ne pose pas de questions quant à son champ. Le deuxième pôle, c'est donc le renforcement de la responsabilité personnelle, bon, les savants disent de l'individuation. C'est une différence fondamentale avec ce qu'on a pu connaître les uns et les autres. Bon, pour dire les choses simplement, quand on adhérait à un parti au XXe siècle, on avait par là même un kit de citoyenneté, avec une doctrine, avec un appareil, avec des tréteaux, avec un journal, etc. Tout était donné d'un coup. Je crois que tout cela est aujourd'hui remis en cause. Et la question qui est posée à chacun d'entre nous, c'est comment assumer sa responsabilité complète d'être un sujet de droit dans une société complexe comme aujourd'hui. Et pour ma part, je considère que c'est la somme des engagements que l'on a qui vous définissent comme sujet de droit dans la société. J'ai mis en avant, pour exprimer cela, l'idée d'un génome de citoyenneté. Et j'entends par là la chose suivante. J'ai fait la liste de tous les organismes auxquels j'appartiens. Ça va de l'Union des sociétés bretonnes de l'Île-de-France à l'Amicale des anciens de la météorologie, en passant par des associations de défense de la laïcité ou du service public, ou l'association des membres du Conseil d'État. Vous voyez, bon. Et puis quand j'ai eu fait ça, je me suis dit, il n'y a que moi qui a ce profil. Et je pense que si chacun fait ça, et chacun fait ça, même s'il ne le fait pas consciemment, eh bien, nous apparaissons tous comme des gens qui confortent leurs responsabilités à partir de choix qu'ils combinent sur leur personnalité. On pourrait faire sans aucun doute l'exercice pour Léo Figuère, et on aboutirait à un profil de citoyenneté de grande teneur, si on veut, mais qui a un sens. Et ce qui fait que, alors que jusqu'à présent, et notamment au XXe siècle, c'était le centre qui dictait en quelque sorte la marche à suivre. On parlait chez certains de centralisme démocratique, et pour atténuer un peu la chose, mais pas toujours la réalité. Aujourd'hui, le problème que nous avons à résoudre est le problème inverse. C'est comment, à partir d'une autodétermination de chacun de citoyen, reconstruire des centralités qui soient à la fois démocratiques et efficaces. C'est un problème qu'on n'a pas résolu pour le moment, mais sur lequel, à mon avis, il faut travailler. Et puis, si le travail progresse à la fois sur l'aspect le plus général, le genre humain, et sur l'aspect le plus particulier, c'est-à-dire le citoyen dans la définition que je viens d'indiquer, le citoyen responsable par lui-même,
Eh bien, la question qui se pose, c'est comment articuler, comment nourrir une dialectique entre le sujet individuel et le genre humain. Et là, je crois qu'il faut faire intervenir le temps, parce que rien dans ce domaine ne peut se faire sans tenir compte de la durée. À ce sujet, je cite souvent un de mes compatriotes qui s'appelle Ernest Renan, et qui, dans un discours à la Sorbonne le 10 mars 1882, intitulé « Qu'est-ce qu'une nation ?», disait la chose suivante: « Les nations n'ont pas toujours existé, elles n'existeront pas toujours. Peut-être qu'un jour, la Confédération européenne, bon, c'était son idée, les remplacera. » Et il concluait: « Mais telle n'est pas la loi du siècle où nous vivons. » Il a dit ça il y a 132 ans. On pourrait reprendre cette formule, même en la modifiant un peu, aujourd'hui. Ce qui indique qu'il faut du temps pour opérer toutes ces métamorphoses, comme dirait Edgar Morin. Et c'est pourquoi, pour ma part, je considère que c'est la nation qui est l'opérateur de cette dialectique, qui est et qui demeure. Et que la nation, effectivement, est et demeure le niveau le plus pertinent d'articulation du particulier et du général. Je vous remercie.